Voilà. Bonsoir et merci d'être venu. Donc, merci pour l'invitation aussi du parc pour venir ici et pour vous présenter cette conférence qui s'adresse à un public large, donc c'est pas trop technique. Notre planète, la planète Terre, c'est la planète bleue. Et peut-être on devrait plutôt l'appeler la planète eau ou la planète aqua, parce que ce qui est bleu, c'est un voile d'eau qui l'enrobe. La couche des océans, vue de l'espace, c'est très, très mince. Pour nous, c'est très profond. Et au-dessus, il y a ce fin voile d'eau en forme de nuage. La planète Terre est unique parce que l'eau existe dans tous ces trois états, gazeuse, solide et liquide. Et l'état évidemment liquide, c'est aussi le milieu qui a permis la vie à commencer, la vie sur Terre de commencer. Juste une petite remarque, j'ai lu hier que la fonte des glaciers sur les pôles, à Groenland, d'où vient la photo, et aussi dans la haute montagne, a déjà contribué à faire augmenter le niveau des océans de 18 mm. Bon, 18 mm, c'est pas beaucoup vu comme ça, mais pour ceux qui habitent la côte, ça peut faire une différence à part des tempêtes et des grands vents le long de la côte. La part d'eau douce, donc, sur Terre, c'est, comme on vient de dire, essentiellement les océans, 97%, donc juste les 3% restants sont l'eau douce. Et encore, dans l'eau douce, il y a 2/3 qui sont donc prises dans la glace. Il y a encore 30% qui est sous terre, c'est les nappes phréatiques. Et donc, ce que nous intéresse ce soir, c'est la petite fraction de 0,4% de toute l'eau sur Terre qui est l'eau douce qui circule en surface. Et c'est important qu'elle circule. Je ne vous apprends rien de nouveau, on a tout appris ça une fois à l'école, mais dans le quotidien, on a tendance à l'oublier. C'est important que le cycle hydrologique fonctionne. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a une multitude de cycles hydrologiques parce que chacun fonctionne dans son bassin versant. Je vous donne un peu quelques approches clés. Donc le bassin versant où l'eau va finir par couler par un endroit précis. Et aussi peut-être, j'aime bien ce soir penser un peu au château d'eau, donc aux parties en tête de bassin où il y a davantage de précipitations en pluie et neige, où l'eau s'infile davantage que plus bas, et que c'est donc important pour recharger l'équilibre de l'eau qui circule dans chaque bassin. Les bassins versants, quand on les regarde sur une carte, version plate, on a appris ça peut-être aussi à l'école que la Suisse est considérée un château d'eau important pour l'Europe parce qu'on a le bassin du Rhin qui va vers la mer du Nord, on a le bassin vert ici du Rhône vers la Méditerranée, celui du Pô et du Rombach ici qui va vers l'Adriatique. Et aussi, n'oublions pas le Inn dans l'Engadine qui rejoint le Danube, qui d'ailleurs a sa source à peu près là, vers la mer du Nord. Et pour revenir un peu plus proche de chez nous, la prochaine diapo va montrer cette carte-là. On retrouve donc de nouveau la ligne principale de partage, ici la ligne en bordeaux, entre la partie bleue vers la Méditerranée, et les autres couleurs drainent tous vers la mer du Nord. Ça, c'est une carte du parc, donc où les plus importants bassins ou sous-bassins du parc sont mentionnés. Et nous trouvons ici à peu près à Gruyère, qui est donc fait partie du bassin principal du parc de la Sarine. Donc, cette introduction pour dire que l'eau fait partie intégrante de nos terres, ou peut-être, puisque c'est plus trop souvent le cas, je devais plutôt dire devrait à nouveau faire partie de la terre. En tout cas, pour qu'on se sente bien, pour que ça fonctionne bien, on a besoin d'eau sur terre, d'eau dans les terres aussi.
Donc je vous amène vite fait à un voyage où on va aller proche mais aussi très loin pour vous présenter les différentes terres d'eau ou zones humides. Le terme qui est appliqué plus souvent, c'est zones humides, moi je préfère terre d'eau. D'abord c'est plus joli, c'est peut-être plus précis aussi, et c'est pas un oxymore, mais ça va vraiment ensemble. Les terres ont besoin d'eau et de l'eau a aussi besoin de la terre. Et je vous présente brièvement leurs 12 fonctions. On va pas parcourir tous les 12 ce soir, on va se concentrer sur les 6 à droite là, mais on peut les regrouper en 15 ou 10 si vous voulez, mais 12 c'est un chiffre rond et peut-être harmonieux, donc j'ai opté pour 12. Le plus important, peut-être pour commencer, c'est, puisqu'il y a de la terre, il y a donc aussi de la végétation, beaucoup, et la végétation fait un travail énorme pour nous en purifiant l'eau. En Suisse, c'est pas très fréquent, mais dès qu'on va chez les voisins français, où ils ont un peu plus d'espace, beaucoup de petites communes, des grandes aussi d'ailleurs, ont des stations d'épuration, à phytoépuration, où il y a un système comme ici expliqué sur le dessin, où on laisse couler les eaux usées à travers des bassins naturels remplis de massettes, d'IFA ou roseaux ou autres lèches qui font le travail. Et l'eau qui sort est aussi propre que l'eau d'une station d'épuration plus technique comme chez nous. Donc ça, c'est un service gratuit qu'on a et qui est important dans des pays aussi plus pauvres que le nôtre, mais dont on pourrait peut-être aussi en profiter davantage chez nous. C'est donc important que les nappes, le souterrain, soient régulièrement rechargés par les précipitations, la neige ici dans le Haut-Atlas, notamment quand la terre est plutôt aride, plutôt percolante, donc uniquement là où l'eau peut s'infiltrer dans le sous-sol, il y a de la végétation, sinon c'est plutôt aride. Et donc il y a cette épuration par la végétation en surface qui est importante. Celle qui est encore meilleure, c'est celle en sous-sol, qui crée par exemple les eaux minérales. Pour citer l'exemple du plateau de Gaveau et les eaux d'Évian qui sortent en dessous de l'autre côté du Léman. Du Léman. Mais pour beaucoup de pays, évidemment, le défi est celui-là, que la surface a tendance à s'assécher trop vite, trop souvent, comme la Mongolie, même s'il y a les montagnes qui reçoivent pas mal de précipitations. Mais la Mongolie est engagée sur un projet pour les tourbières, et notamment dans cette vallée de l'Orkhon, qui est la vallée où il y avait aussi une ancienne capitale, donc il y avait toujours eu des installations de l'homme, qui est verte grâce à ses sources, à ses résurgences d'eau, et grâce à la végétation qui est en dessous, il y a une couche de tourbe, et je reviendrai sur la tourbe tout à l'heure, qui maintient cette végétation verte. Mais la pression augmente parce que dans un pays comme la Mongolie, où vous avez 4 fois plus de bétail que d'humains, où pendant des siècles c'était basé sur un élevage basé sur des nomades. Quand il n'y a plus d'herbe ici, on va plus loin. Donc les clôtures, on ne le connaissait pas. Il fallait beaucoup pour faire entrer dans les réflexions, parfois c'est important, avec les pressions qu'on a aujourd'hui, de faire une clôture, notamment ici, pour protéger la source du piétinement par les animaux qui, évidemment, assoiffés, viennent vers la source. Bon, c'est très joli, c'est exotique et tout, et vous vous dites, mais nous, on n'est pas vraiment concernés. Mais ne nous détrompons pas. L'image était prise pas trop loin d'ici. C'était en été assez sec, en été 2003. Nos prairies étaient aussi sèches qu'en Mongolie, la mangeoire vide et les génisses affamées, quoi. En bas, vous
ça vous avez certainement déjà vu, c'est la graphique en couleur du climat depuis 1850 jusqu'à 2020, disons. Le plus c'est bleu et profond, le plus l'année était plus frais que la moyenne. Le plus c'est chaud, le plus la moyenne de la température était plus élevée que la moyenne entre ces 150 ans. Donc, ces châteaux d'eau sont importants. D'abord, une image du Jura, puisque je suis basé plutôt là-bas. Un château d'eau, un petit château d'eau dans le Jura français, dans le Haut-Doubs. Ça s'appelle le lac des Mortes. Il y a une source ici, vous voyez ici la tourbière qui sert comme éponge pour retenir la neige et les eaux de fonte et plus tard la pluie. Et après, ça va s'écouler vers l'ouest dans un ruisseau qui s'appelle Bienne, et après dans l'Ain, le Rhône et finir en Méditerranée. Une autre image plus proche d'ici, une autre source, pas forcément à première vue, la photo a été prise depuis le Vanille Noir, mais ce Vallon des Mortes, qui est relativement bien géré et protégé, est la source pour la Jogne et donc le château d'eau, puisque ici, sous ces éboulements, ces anciens éboulements, coule l'eau souterraine invisiblement et jaillit dans la cascade de Jaun et rejoint la Jogne plus bas. C'est aussi karstique, c'est aussi essentiel comme ressource, bien sûr aussi pour notre eau potable. Bon, je vais couper ma présentation 4 fois par une petite question que je vous pose. Et donc, hier, en fait, il y a récemment le Météo Suisse a republié les dernières analyses sur le réchauffement climatique, et on est maintenant mondialement, le moyen mondial de l'augmentation de la température est autour de 1,3 degrés Celsius. La question est, en Suisse, ceux ou celles qui pensent qu'on est mieux lotis parce qu'on a ces châteaux d'eau, ces différents châteaux d'eau, on est uniquement à 0,9 degrés, levez la main. Bon, je vois aucune main. Ceux qui pensent qu'on est à peu près dans la moyenne, conforme à l'accord de Paris, 1,5 degrés. Bon, je vois que j'ai des connaisseurs là, parce que oui, effectivement, la Suisse, ça se réchauffe 2 fois plus vite ou plus. Hier, j'ai même entendu par Madame répéter une climatologue de Neuchâtel qu'elle parlait déjà de 3 degrés Celsius. Voilà, donc passons à un autre sujet. J'ai parlé un peu déjà des ruisseaux, des rivières. C'est un peu, bien sûr, c'est les artères dans lesquelles l'eau coule, et c'est important qu'elle puisse couler et ces ruisseaux puissent avoir leur dynamique qu'il leur faut, quoi. Donc, parce que c'est surtout souvent là où le bas blesse. Là, je vous donne quelques clés quand vous vous promenez dans le paysage pour peut-être mieux saisir une rivière et aussi comment ça fonctionne. Pour faire simple, on peut couper une rivière en 3 parties. Une partie supérieure, moyenne et inférieure. Donc en haut, le courant supérieur, c'est là où l'eau descend rapidement, il y a beaucoup de force et ça érode beaucoup de sable, de pierre. Le cours moyen, ça se ralentit, c'est moins raide. L'eau commence à bifurquer, la rivière fait des branches, les branches se coincent, donnent des tresses, ça remodélise le paysage. Il y a peut-être une balance un équilibre entre la partie où l'eau érode et l'autre côté où l'eau plutôt laisse accumuler les sédiments. Et évidemment, dans le cours inférieur, ça coule très lentement et la sédimentation dépasse l'érosion, donc c'est là où un delta se crée par exemple. Donc les sédiments sont déposés. Donc c'est pas toujours exactement comme ça, mais ça nous aide en se promenant dans la nature de comprendre un peu mieux comment fonctionne la rivière qu'on est peut-être en train de longer. Après 4 dimensions aussi pour les rivières qu'on a tendance à oublier.
une rivière a besoin de sa plaine fluviale ou alluviale. Bien sûr, d'abord, la première dimension de l'amont vers l'aval. Juste ici sur la photo, vous voyez un barrage d'un castor. Je pense qu'il est un peu plus avancé que nos ingénieurs, ou les barrages de nos ingénieurs, parce que les barrages du castor, ils ne sont pas complètement imperméables. Il y a de l'eau qui coule, donc ça assèche pas en aval, et il laisse aussi passer un certain nombre de sédiments, donc ça ne se remplit pas trop vite derrière le barrage. Les deux principaux problèmes qu'on a avec nos barrages. Et je pourrais vous donner des exemples du Danube, du Rhin, etc., mais aussi plus petits. Prochaine dimension, évidemment, c'est celle qui est latérale, ce qu'on appelle en français le lit majeur, parce que parfois il y a peu d'eau, parfois il y a plus, donc il faut laisser l'espace à la rivière, à chaque rivière. Ce qu'on a commencé à faire depuis qu'on a pensé qu'on maintenant on maîtrise la nature, de construire à l'intérieur du lit majeur n'est pas forcément une bonne idée. Nos ancêtres ont construit leur bourg sur les collines, comme ici, quoi, parce qu'en bas, c'était une plaine marécageuse de la suite de l'Intermonde. Troisième dimension, on n'a pas oublié, c'est la dimension verticale. L'eau de précipitation va écouler en surface, va s'infiltrer, mais c'est important aussi que ça puisse recharger les nappes, afin que les nappes font leur travail de purification et nous, on peut puiser dans les nappes. Et finalement, il y a une quatrième dimension, c'est celle qui est temporelle, entre étiage et crue. On est sur le Rhin, ça c'est la cathédrale de Cologne. C'est une ville qui a appris à vivre avec les grandes crues du Rhin. Il y a les parties basses de la ville sont régulièrement inondées, mais donc ils ont accepté. On fait évidemment le mieux pour vivre avec. Pour revenir un peu plus proche de chez nous, et là, puisque je suis domicilié dans le canton de Vaud, je vous montre cette photo du fleuve des Vaudoises et des Vaudois, qui malheureusement a, sur de longs trajets, cette forme-là d'un canal complètement indiqué. Mais quand même, il y a quelques années, par exemple ici, à hauteur de Panta et Lavigny, bref, le bois de Vaud, on a commencé à ouvrir un ancien bras qui était coupé. Et ça permet effectivement cette dynamique que vous voyez ici entre un étiage, un moment d'étiage et un moment de crue. Là, c'est juste une estimation que je vous donne ici. Ça pourrait être un facteur de 10, ça peut être un facteur de 20 ou de plus entre le volume d'eau qui passe quand il y en a peu et quand il y en a beaucoup. Mais pour ça, c'est pour ça qu'il faut le lit majeur et l'espace qu'il faut. En Estonie, ça peut avoir cette allure-là. Nous sommes dans la plaine, l'Estonie c'est un pays assez plat, donc nous sommes dans la plaine de la rivière Soma, et ça c'est que là-bas on appelle la 5e saison, entre avril et mai, quand les eaux des fonds de neige inondent pendant quelques semaines, cette plaine qui est composée de forêts et de prairies et de pâturages, quelques tourbières aussi. Donc, ce n'est pas un problème parce que pour l'instant, ça c'était, je crois, début mai, les touristes en profitent. Après, quelques semaines plus tard, l'eau aura baissé et on peut remettre le bétail sur les pâturages. Et c'est un système qui évite ce qui s'est passé ici dans la plaine du Rhin, où effectivement, où on avait construit, là, il ne faudrait pas construire, mais aussi on commence à changer d'idée. Ça, c'est la ripisylve, donc la forêt qui est le long de la rivière, la forêt alluviale du Rhin supérieur, et juste un peu en aval de Strasbourg, où on a commencé à faire, c'est des polders, donc il y a des digues autour, où on peut laisser rentrer les eaux des crues ou couper si ce n'est pas nécessaire. Mais là, vous avez de toute manière un ancien bras du Rhin qui, comme vous voyez, a encore de la marge pour récupérer le volume d'eau de la prochaine crue.
Plus proche d'ici, on n'a pas des grandes plaines comme le long du Rhin, mais ça fait peut-être un peu penser l'entrée de la Sarine vers le lac de Gruyère, que je sais est un lac barrage, donc pas tout à fait naturel, mais cette partie-là est assez naturelle. Derrière, vous auriez la Jogne qui joint aussi. Vous voyez les galets déposés, charriés déposés par la Sarine. Un peu plus loin, c'est des sables du Limon, donc c'est vaseux, et ça donne un milieu qui est assez riche et intéressant. Et vous voyez, le castor l'aime aussi d'être ici. Un problème, juste peut-être pour mentionner aussi, les Suisses sont champions dans un sens négatif, c'est ce qu'on appelle maintenant des rivières éclusées. C'est pas l'écologiste, l'écologiste de gauche qui vous parle. Là, c'est une publication de Léa Wag, donc de l'Institut de recherche sur les eaux de la Confédération. Ces éclusées, là, vous avez 5 jours dans la graphique, 1, 2, 3, 4, 5. Et les éclusées, c'est la ligne orange. Donc, on laisse couler, on ferme 4-5 fois par jour. Et ça a évidemment les effets qui sont listés là. Ce type de marnage à très haute fréquence, ça lessive complètement les petits invertébrés qui sont la nourriture pour les poissons, pour les oiseaux. Ça peut laisser des grands espaces à sec. Et le débit résiduel, comme ici, il est peut-être pas assez suffisant pour garder la rivière vivante. Donc ça, réfléchissez à ces choses-là quand vous faites la prochaine promenade le long d'une rivière. Voilà, la correction des eaux. D'ailleurs, correction, on peut en discuter tout à l'heure. Ça se dit beaucoup. Hein. C'est un terme qui a été inventé au 19e siècle. Donc récemment, il y a une étude qui a analysé un échantillon assez grand et représentatif de toutes les rivières européennes et qui a conclu un obstacle comme ce barrage-là, par exemple, ou un autre type, est en moyenne tous les 1300 mètres le long d'une rivière européenne. Ça, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que je vous demande, ceux qui pensent qu'en Suisse, on est beaucoup mieux lotis, parce que des barrages comme celui-ci sont, ou plus grands ou plus petits, sont espacés tous les 7 km et demi uniquement, levez la main. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Sont par contre plus rapprochés que la moyenne, tous les 125 mètres. Oui, ou encore plus rapprochés. Bon, je vois que vous êtes bien préparés. Les 3 valeurs sont des valeurs réelles, enfin des moyennes réelles. Donc le paradis pour les rivières, c'est apparemment la Slovénie en Europe. La Suisse, c'est plutôt en queue de peloton. Hein. Et là où c'est encore pire, c'est les Pays-Bas, qui est un pays très en aval, qui reçoit tous les problèmes par l'amont, quoi. Voilà, je vous ai parlé un peu de la tourbe. Sur la photo, c'est sur la frontière entre la Pologne et la Tchéquie. On est dans la vallée de la Jizera, mais là, c'est un petit affluent latéral qui a évidemment érodé ce qui était là. C'est pour ça qu'on voit la coupe ici. Vous voyez ici en dessous, ça c'est les dépôts de sédiments parmi l'ère glaciaire encore, donc les gravillons, des grandes pierres et du sable. Il y a peut-être 8000 ans là-bas. Au-dessus, la végétation s'est développée et c'est la végétation, c'est donc la tourbe. C'est asséché parce que c'est coupé là, donc c'est condensé, c'est compacté. Ça fait encore 2-3 mètres. Quand c'était un peu plus humide, ça faisait peut-être 4-5 mètres. Et il y a les pins accrochés qui ont commencé à s'installer, donc c'est un signe aussi que c'est plus sec que ça devrait être. Mais on voit rarement ces coupes naturelles à travers la tourbe. Et donc, juste pour nous rappeler, la grande formule magique de la nature, c'est la photosynthèse. Les plantes vertes puisent évidemment avec leurs racines l'eau dans la nappe, qui est bien propre, on l'a vu, et ils prennent le dioxyde de carbone de l'air, de notre atmosphère, et avec l'énergie solaire, ils produisent des sucres, et après, avec les minerais, aussi la substance végétale. Quand ça meurt, quand les feuilles tombent,
Et soit elle se dégrade dans un milieu sec et se minéralise, et le cycle est très court, mais quand c'est un milieu saturé d'eau, comme ici dans une tourbière, ça ne se dégrade pas complètement, mais ça reste conservé dans la tourbe. Et le matériel végétal, c'est essentiellement du carbone, donc ça accumule du carbone. Vous voyez ici une coupe à travers d'une tourbe à base de mousse de tourbe, des sphènes, qui sont vivantes là où elles sont vertes en haut, qui meurent, qui sont de plus en plus compactées et qui peuvent faire des tourbes, des épaisseurs de couches de tourbe jusqu'à 9 mètres ou plus. Ça, c'est une immense tourbière entre l'Estonie et la Lettonie, à la frontière. Je pratique pour mettre la frontière parce que c'est très peu accessible. En hiver, quand c'est gelé, c'est plus simple. Vous voyez un principe important. Il y a l'eau qui est proche de la surface, donc c'est vraiment gorgé d'eau. Et après, vous voyez ici une autre coupe. Ça, c'est maintenant en Irlande, où évidemment on a profité de la tourbe comme combustible. On a d'abord asséché un peu, on a coupé ces briquettes qu'on laisse sécher dans le vent pour les mettre dans le poêle quand on n'a pas un meilleur combustible pour chauffer. Ça se fait presque plus aujourd'hui, mais un petit peu encore. Mais juste pour nous rappeler, ça fait peut-être 30 cm chaque brique là, donc ça c'est à peu près 1 mètre. Quand on enlève, comme on a fait chez nous aussi, là où il y a beaucoup de tourbes, on enlève la matière végétale déposée pendant 1 millier d'années, parce que ça augmente la couche à peu près 1 mm par an, ou un peu plus, un peu moins, selon l'endroit. Donc, pour résumer, vous avez une carte des tourbières dans le monde qui, elles occupent à peu près 3% de la surface terrestre, surtout dans la partie boréale, dans la partie tropicale et encore vers le pendant vers l'Antarctique, pour des raisons de circulation climatique globale. Mais là, dans ces plusieurs mètres de profondeur, d'épaisseur, 30% de tout le carbone stocké dans le sol est concentré. Donc les tourbières sont des lieux de stockage incroyablement importants pour garder la tourbe. Donc si on les assèche, il y a un phénomène que je vais vous montrer ici qui va se produire parce que maintenant on a commencé à étudier les cycles des gaz à effet de serre et tout ça, donc ça se fait de plus en plus souvent à beaucoup d'endroits. Et peut-être, pour faire simple, c'est utile de vous rappeler ou de comparer une tourbière à un bocal de cornichons. Les cornichons, c'est de la matière végétale morte. Hein. Aussi longtemps qu'ils sont dans le milieu aquatique, ici une saumure, on peut les garder assez longtemps. La tourbe se garde pendant des millénaires. Mais dès qu'on sort le cornichon, il y a de nouveaux contacts avec l'air, donc il y a une oxydation qui va se passer, donc l'oxygène de notre atmosphère va oxyder, donc transformer la matière végétale morte et créer de nouveau de carbone dioxyde, qui va être le gaz à effet de serre qui va mal influencer la balance. Donc ça, juste comme principe. Les tourbières, je vous ai montré, vous avez peut-être vu qu'il y en a beaucoup au Canada, sont toujours un peu convoitées, même si nous, privés, utilisons peut-être du terreau pour notre jardin sans tourbe aujourd'hui, pour l'horticulture, pour préparer les plants, pour l'industrie, la tourbe, c'est un substrat, le meilleur substrat. Donc c'est difficile à remplacer. Donc, les Canadiens disent « Oh, on a tellement plein de tourbières, si on exploite uniquement un peu, on ne va jamais trop détruire. » Mais chaque contribution compte pour
pour le calcul global du climat. Hein. Donc, ce qui s'est passé ici, on a d'abord abaissé le niveau de la nappe phréatique pour que ce soit un peu plus sec. On a évidemment coupé la forêt, on a pu vendre le bois et on l'a un peu aplani. Et maintenant, quand c'est assez sec, en été, on peut venir avec ces immenses aspirateurs là, pour utiliser la tourbe à niveau industriel. Juste quelque chose complètement contraire, mais qui est aussi lié à la tourbe. Donc, je vous ai dit, il y a aussi des tourbières, notamment dans la zone tropicale. Nous sommes à Sumatra, en Indonésie, et pas trop loin de la côte. On est en zone tampon d'un parc national, un des derniers parcs où il y a encore les orang-outans et d'autres espèces tropicales très rares. Il y a des familles qui se sont installées, ils ont défriché la forêt là, et ils ont planté des palmiers à huile. Mais seulement avec la prochaine tempête de la mer, puisqu'on n'est pas trop loin de la mer, ça s'est inondé. Pourquoi? Parce que l'oxydation de la tourbe, elle fait partir la matière végétale par le vent et compacte le sol, donc il s'abaisse. Donc le niveau de la surface s'abaisse et arrive en dessous du niveau de la mer. Donc le drainage initial de cet endroit-là a l'effet pervers ou contraire d'une inondation. Un exemple de ce phénomène plus proche de chez nous, en Angleterre, ça c'est assez connu au moins parmi les gens de la région dans l'Angleterre de l'Est, la même subsidence ou affaissement du sol. Là, les drainages ont déjà commencé au XVIIe siècle. Après sont venus les ingénieurs hollandais qui étaient les maîtres de drainer. Les Anglais les ont invités pour leur gérer la partie orientale de l'Angleterre. Et ils ont commencé en 1851 à sérieusement drainer. Mais ils ont déjà pensé, il faut peut-être voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc ils ont empilé un long pieu, un tronc d'arbre, et ils l'ont coupé exactement à la hauteur où était le niveau du sol. Depuis 1851, le pieu en bois a été remplacé par ce poteau en métal, mais il indique toujours le niveau de départ. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à peu près 4 mètres plus bas. Donc, on a fait des forages entre-temps et on sait qu'initialement, il y avait à peu près 7 mètres d'épaisseur de tourbe, donc il doit encore en rester à peu près 3. Mais heureusement, on n'est pas trop proche de la côte. Parce que, entre-temps, ça c'était un lac à l'époque, l'ancien lac de Whittlesey, qui est maintenant une tourbière, une forêt humide, mais elle est nettement en dessous du niveau actuel de la mer. Et un autre aspect peut-être encore dans ce contexte, les plantes transpirent aussi comme nous. Donc c'est un cycle, l'eau liquide qu'elles prennent par les racines, elles le redonnent à l'atmosphère. Pour leur croissance, pour leur photosynthèse, pour la vie, les plantes utilisent très peu de l'eau qu'elles puisent. Donc la plupart, 80-90%, repart à l'atmosphère. Cette transpiration a évidemment aussi une conséquence pour le climat local, parce qu'elle affaiblit les extrêmes et de chaleur et de froideur aussi. Donc voilà, à nous de choisir cette place-là, même si elle est très récente, je ne vous dirai pas où elle est, vous la reconnaîtrez peut-être. Aujourd'hui, on ne pourrait plus construire quelque chose comme ça, un désert de béton comme ça, quoi. Parce que, voilà, les gens sont beaucoup mieux, nous sommes beaucoup mieux, un étang comme ici, celui-là, de Bonfol en Ajoie. Les tourbières, juste pour encore faire une petite parenthèse, en Suisse, c'est des petites tourbières liées au relief. Il n'y en a pas beaucoup, parce que la plupart ont été drainées. Ça, c'est un haut lieu, c'est tout petit, ça fait peut-être
300 mètres, ce qu'on voit sur la photo dans la vallée de Joux, vraiment l'œil de la tourbière où c'est encore le dernier reste de l'eau, reste parce qu'il y a trop de drainage. Mais juste pour nous rappeler, 87% des tourbières drainées en Suisse, le moyen mondial est uniquement de 12%. C'est encore pire en Allemagne, c'est autour de 95-94%. Mais les Allemands ont une très active politique pour humidifier, pour restaurer les tourbières maintenant, ce que la Suisse n'a pas encore nécessairement. Donc, je reviens à ma question, la prochaine question. Donc, les 13% des tourbières qui restent en Suisse, qu'est-ce que vous pensez, puisqu'on a eu quand même l'initiative de Rotenturm de 87 qui les protège. Leur surface ne devrait plus se réduire. Et ça devrait avoir... Ceux qui pensent que c'est ça, levez la main. Je ne vois pas beaucoup d'enthousiasme. Quand même, depuis Rotenturm, ces tourbières ont une bonne protection parce qu'on a aussi eu des mises en œuvre, la loi fédérale sur la protection de la nature depuis. Qui pense ça? Oui, quelques-uns. Ou est-ce que les dernières analyses ont quand même montré, après 30 ans, que leur assèchement continu, elles se banalisent parce qu'il y a des espèces qui ne sont pas particulièrement spéciales des tourbières, mais d'autres qui viennent des prairies autour. Et quand c'est trop sec, ça se reboise. Qui pense ça? Oui, malheureusement, c'est ça la bonne question, oui. Donc, malgré la loi, la votation, tout ça, les pressions restent. Bon, je change de sujet encore. Les terres d'eau, pour produire, il faut essentiellement de la terre et de l'eau. Après, le reste, c'est les minerais, les détails, quoi. Mais ça, c'est une image du marais Audomarois, donc de Saint-Omer, dans le nord de la France, qui est connu pour ses choux-fleurs, ses endives, et qui était déjà chanté par Jacques Brel dans le plat Pays qui est le sien, ou le mien. Donc une terre maraîchère qui faisait très bien vivre. Ça s'est dégradé. Les dernières 10 années, on a pris conscience, on est en train de leur remettre une agriculture plus durable sur pied, qui profite donc. C'est un marais parce que l'eau est vraiment saturée, le sol est saturé d'eau, donc on accède uniquement en bateau dans les canaux. Entre deux canaux, il y a un îlot qu'on peut utiliser pour planter. Et comme je vous ai montré, les produits sont riches et valables. Une autre illustration du même principe, mais maintenant on est au bord de la mer Adriatique, dans un climat très très karstique, très très sec ici, parce qu'il y avait les forêts étaient depuis le Moyen-Âge trop utilisées, donc ça déforestait. L'eau percole tout de suite, mais dans le delta de la rivière Neretva, on peut aussi faire ce maraîchage. Ici, sur les îles, vous avez plutôt des mandariniers, puisque le climat est un peu différent. Plus au fond, on le voit moins bien ici, c'est les roselières naturelles. Ça sert à la chasse. Ça sert aussi, évidemment, pour l'avifaune et l'autre faune sauvage. Les grandes plaines alluviales servent aussi pour l'élevage traditionnel. Une image ici du Pantanal du Brésil, cette image-là. Pantanal, c'est peut-être la plus grande terre d'eau ou zone humide du monde, entre le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, et j'oublie peut-être un quatrième pays, en fait immense. Là, les parties qui peuvent inonder, mais quand c'est inondé, on sort le bétail. Quand c'est plus inondé, il y a un pâturage, une abondance. Et tout ça, c'est gratuit. Il ne faut pas mettre de l'engrais parce que c'est les limons des inondations qui font ça. Un exemple plus proche de chez nous. Nous sommes dans la plaine de la Sava, en Croatie. C'est une rivière qui a sa source dans les Alpes. Donc, au printemps, il y a beaucoup d'inondations avec la fonte des neiges des Alpes. Mais les gens locaux ont compris qu'ici, le bord, la rive
droite et un peu plus haut. Donc ici, on pouvait construire leur village en hauteur suffisante pour ne pas être inondé. Derrière les maisons, on fait les potagers. Et dans la plaine qui est inondable, qui est inondée tous les printemps, parfois peut-être même aussi à la fin de l'été, une deuxième fois. Quand c'est inondé, c'est inondé. Et dès que les eaux recèdent, on met ces bétails sur un pâturage communal, comme c'est connu aussi par exemple en France, Atlantique, etc., où ils ont des espèces bien adaptées, des porcs de Turopolie, des chevaux, des bovins typiques de la région qui s'appelle Posavina, aussi d'autres espèces. Et évidemment, il y a des forêts qui croient aussi. On voit ici la marque sur l'écorce du chêne, ici. Quand c'est inondé, ça c'est à peu près la limite de l'inondation, parce qu'au-dessus on voit davantage de lichen. Les chênes produisent beaucoup de glands et autres choses. Donc c'est un milieu très riche et c'est une agriculture qui s'est installée à travers les siècles et qui est durable dans ce contexte. On retourne vers la Suisse. Au milieu du 19e siècle, il y avait beaucoup de crues dans beaucoup de plaines alluviales, aussi en Suisse. Donc ça crée, et c'était à peu près l'époque où on savait maîtriser les machines à vapeur, donc le début de l'industrialisation pour vraiment drainer les grandes plaines alluviales. Là, on est juste en amont du lac de Constance, le lac du Rhin alpin. Et vous voyez, il y avait déjà un premier canal. Suite à ça, on l'a augmenté, on a augmenté les digues pour complètement séparer donc la partie inondable qui n'existe plus d'ailleurs, de là où l'eau doit couler, parce que 2/3 de ces plaines alluviales, soit du Rhône, soit dans le Grand Marais comme ici, ont cette allure aujourd'hui comme ça. C'est devenu notre grand potager national, puisque les sols sont très, très riches, c'est des dépôts. Là, il y avait un petit bras latéral de l'Ar qui passait, qui a déposé plutôt de sable et un peu d'argile. Donc, c'est là où est le chemin maintenant. À côté, le sol est plus noir. On voit donc plus de tourbe que riche pour produire ces légumes. Pour nous, où il y a 7 jours sur 7, il y a les grands semi-remorques qu'on charge pour nos supermarchés. Mais ça a apporté aussi ses problèmes, parce que vous voyez, si vous regardez ici ou là, l'affaissement du sol, on le voit aussi. Et ça arrive, ça c'était au mois de mai, donc pas encore au mois de juillet, où déjà on a dû installer des pompes mobiles pour drainer dans le canal de drainage, pour re-irriguer les champs qui étaient déjà trop secs. Donc on commence à marcher un peu sur la tête, donc il faut trouver d'autres solutions. On y travaille avec des exemples. Vous avez à gauche une image depuis la plaine de l'Orbe ou de la Thielle, juste en amont d'Yverdon, où en accord avec les agriculteurs de cette parcelle-là, ça c'est un sol très important pour leur production maraîchère. Pendant 3 mois, soit au printemps, soit en été, on l'inonde. Ça augmente la qualité de l'eau et ça donne un lieu d'escale ou de ravitaillement pour plein de limicoles qui sont de passage. Donc tout le monde trouve son compte et c'est moins cher que les autres images qui sont aussi du Grand Marais en Suisse, où quelques agriculteurs ont déjà dû faire venir de la bonne terre pour augmenter la qualité de leur terre qui reste, puisque avec l'érosion, avec l'affaissement, ils ont perdu beaucoup du sol de grande qualité. Pour revenir dans la zone tropicale, on commence à parler de la paludiculture. Donc ça, c'est des terres d'eau, des terres humides cultivées. Cultivées autrement. Ici, on est de nouveau
en Indonésie, donc sous les tropiques, donc avant on palmait, et ça vous pouvez voir à l'intérieur des terres, des palmiers à ville sur des kilomètres carrés, des aloe vera, des ananas, c'est tous des plantes désertiques, enfin, qui poussent dans un milieu plutôt aride. Donc il faut remplacer ces plantes par d'autres plantes qui sont plus adaptées à des sols humides. On retient l'eau avec on coupe les drains, là, on a fait un barrage pour retenir davantage d'eau, pour que le sol soit bien humide. Et vous voyez ici au premier plan une plante qui s'appelle ramin, qui est utilisée pour le bois de menuiserie là-bas, et qui est d'ailleurs une espèce qui est devenue assez rare. Je pouvais vous donner plein d'autres exemples, mais souvent les noms des espèces nous sont un peu exotiques, donc peut-être ça ne vous dirait pas grand-chose. Mais on peut revenir plus proche de chez nous. J'ai mentionné le nord-est de l'Allemagne tout à l'heure. Beaucoup, les tourbières, ce n'est pas que les hauts marais, comme vous avez vu tout à l'heure sur la photo, c'est aussi les bas marais, ou les prairies humides, si vous voulez, dans les grandes plaines vers la mer, est-ce que je peux le dire? La mer de l'Est, non pas l'autre. Baltique, voilà. Ça m'était échappé. Vers la mer Baltique, les champs sont souvent des pommes de terre, du blé ou afforestés. Maintenant, on essaie de faire la paléoculture là aussi. Ici, chez nous, c'est plutôt des roseaux, des massettes, des joncs. On ne va pas pouvoir les manger, mais ça peut servir quand même pour faire ça produit de la cellulose, pour l'isolation dans les murs, pour la couverture des toits en chaume, pour un combustible dans des chauffages à distance, par exemple. Donc, ça avance à grands pas. Et évidemment, le nec plus ultra, ce serait, je vous ai dit tout à l'heure que les sphènes, les mousses de tourbe, donnent le meilleur substrat horticole. Donc, si on pouvait cultiver ces sphènes, ça sera la solution. Et effectivement, on peut, parce que vous avez ici une photo des premières surfaces expérimentales, où vous voyez qu'on les a juste dispersées sur la surface nue au début, et du moment où on a pu augmenter le niveau de la nappe phréatique jusque vers la surface, ça pousse tout seul dans le climat qu'il y a, et à la fin de la saison, on peut même les récolter mécaniquement pour commencer à développer un petit commerce et après des vraies lignes d'exploitation. Donc cette dégradation de terre est un problème majeur aussi auquel je veux peut-être vous faire attentif. Donc une autre question. La transformation de 70% des plaines alluviales en Suisse, comme vous voyez ici avant, l'Aar, près de Muri, en amont de Berne, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence? Est-ce que ça a effectivement fait une amélioration et un gain de production agricole important? Qui pense ça? Voilà, quelques-uns quand même. Est-ce que ça a été avant tout une transformation et donné des meilleures conditions de vie des agriculteurs, des paysans locaux qui piétinaient dans la boue avant, qui avaient la malaria peut-être, combien, voilà. Est-ce que ça a surtout eu l'effet d'un assèchement à cause du drainage et le réchauffement depuis? Voilà, bon, je vous vois moins clair, et vous avez raison parce que les trois réponses sont correctes. C'est simplement qu'est-ce qu'on priorise. À l'époque, on était très fiers, au 19e, qu'on pouvait augmenter la production agricole, qu'on pouvait augmenter la qualité de vie des pauvres paysans, mais ça a aussi eu cet effet d'assèchement. Donc, il est temps, peut-être pour transformer leurs relations avec les terres d'eau, et je pense que nous sommes aujourd'hui vraiment à l'aube d'un nouveau discernement, où nous réfléchissons sur nos relations avec les terres qui nous entourent, pour mieux les apprécier à leur juste valeur. Juste vous donner quelques exemples.
Ça, on est en Amérique du Nord, entre le Canada et les USA, la région des Grands Lacs. Il y a ici pousse un riz sauvage, le Manomin, la graine riche, je pense, c'est le nom des peuples Ojibwe qui habitaient là, des peuples indigènes. Ça, c'est les Ojibwe d'aujourd'hui, mais ils récoltent le riz à la méthode ancienne. Comme c'était fait, ils passent à travers cette rizière naturelle. Avec leur canoë, ils plient les pousses et les battent et les graines de riz tombent directement dans le canoë. C'est maintenant une appellation contrôlée. C'est uniquement les Ojibwe qui ont le droit de le vendre sous cette appellation-là. Et ça dépend d'un traité qui date déjà de 1837 avec le gouvernement des États-Unis de l'époque. Un autre exemple, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, encore une fois, les peuples autochtones, les Maoris, se battaient là-bas depuis 1870 pour obtenir un statut juridique pour cette fleuve Wangani, ou Te Awatupua dans leur langue. Pour pouvoir, donc, le fleuve, ça s'était accepté en 2017, et donc le fleuve peut être défendu devant une cour où il faut mettre en balance est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de construire un barrage de plus ou une route de plus, etc. Donc, cette idée qu'on donne à des entités naturelles, à des fleuves, à des produits, une identité juridique, c'est pas que très farfelu. Je reviens plus proche de chez nous, au sud de l'Espagne. Vous avez la Méditerranée ici, le Mar Menor, donc la petite mer, une grande lagune qui souffre depuis des décennies des eaux entrant de l'agriculture intensive, des pesticides, de l'intérieur des terres, de ce développement touristique sans limite sur le lit d'eau et autour de toute la lagune et les eaux usées bien sûr, avec vraiment des grandes pollutions régulières. Donc il y a ça, et on a essayé tout, ça ne fonctionnait pas, on n'avançait pas. Donc finalement en 2019, il y a une initiative législative populaire. Ici en Suisse, je ne dois pas expliquer ce que c'est, mais c'était possible aussi de faire ça en Espagne, avec 600 000 signatures qui ont poussé pour qu'on donne un statut juridique à cette lagune, à cette Mar Menor, et finalement c'était adopté en 2022 par le Sénat au niveau national à Madrid. C'était contesté par un groupe de parlementaires, mais finalement en 2024, le tribunal constitutionnel l'a confirmé. Donc maintenant, il y a l'espoir que peut-être en repartant devant les cours, on pourrait avancer un peu plus vite que dans le passé. Il y a un groupe de spécialistes qui travaillent à la préparation d'une déclaration universelle des droits des terres d'eau. Ils ont fait une proposition il y a quelques années déjà, où ils listent 8 droits, le droit à l'existence, emplacement dans le paysage, les régimes hydrologiques naturels adaptés, des conditions climatiques et écologiquement durables, la biodiversité, je n'ai pas parlé beaucoup dessus parce que c'est un sujet que vous avez déjà entendu d'ailleurs, l'intégré, fonctionnel, libre de pollution et de dégradation et un droit à être régénéré et restauré. Bon, vous trouvez c'est bien joli ça. Il y a des juristes, il y a des scientifiques, il y a d'autres spécialistes, des artistes peut-être aussi, des poètes. Mais détrompons-nous pas. Plus proche de chez nous, il y a quelques années, il y avait une assemblée populaire du Rhône qui s'est constituée à Genève, qui a en vue tout le bassin du Rhône, depuis le glacier ou ce qu'il en reste, jusqu'en Camargue, dans son delta en France, et qui ont adopté l'appel du Rhône pour la reconnaissance d'une personnalité juridique du Rhône. Ce n'est pas encore fait, mais les réflexions travaillent on y travaille dessus, on les progresse. Ils ont notamment identifié 7 limites écologiques ou environnementales qui sont dépassées dans le bassin du Rhône: la fonte des glaciers, la pollution de l'eau,
la pollution par les plastiques, le réchauffement, et qui sera un problème dès que les glaciers ont disparu et il n'y aura plus d'eau pour les bys, pour irriguer les cultures en vallée. Le prélèvement d'eau, les écosystèmes qui sont partis et la vie aquatique. Donc voilà, j'ai fait un petit parcours rapide. Malgré tout ça, je pense que ça a pris quand même un peu de temps. Si jamais c'était déjà dit, ça c'était pris dans un livre que j'avais résumé il y a il y a un an à peu près. Si vous voulez approfondir ça, vous pouvez vous procurer ce livre dans une librairie où j'ai quelques-uns ici aussi. Mais maintenant, peut-être vous avez des questions. Merci pour votre attention.